Aujourd'hui, je vais vous donner des pistes pour comprendre le mouvement littéraire du romantisme. D'abord, le contexte historique. La jeunesse romantique, turbulente et contestataire, regroupée autour de Hugo et Gautier lors de la bataille d'Hernani, a d'abord été de droite, royaliste et catholique. Hugo rappelle en 1831, dans sa préface aux Feuilles d'automne, qu'il a presque aimé la Vendée avant la France. Chateaubriand a fait l'apologie du christianisme dans son Génie du christianisme. Hugo fonde avec ses frères le Conservateur littéraire en 1819 dans le sillage du Conservateur, journal politique animé par Chateaubriand. En 1823, il reçoit une pension royale de 2000 francs pour ses odes et poésies diverses. À l'inverse les libéraux, jusqu'à 1830, sont classiques. Attachés au rationalisme universaliste des Lumières, voltairien, ils s'opposent à un courant romantique qui exalte la sensibilité, le passé, la religion, la monarchie. Regroupés autour du principal journal d'opposition à la monarchie, le Constitutionnel, ce sont eux qui, en 1822, vont empêcher une troupe anglaise venue jouer Shakespeare en anglais de se produire au théâtre de la Porte Saint-Martin, déclenchant la riposte de Stendhal dans Racine et Shakespeare. Mais entre 1825 et 1830 se produit un glissement politique. Les romantiques adoptent une position libérale en politique comme en art. La mort de Louis XVIII en 1824, l'avènement de Charles X, souverain autoritaire et conservateur influencé par les ultras, les nombreuses atteintes aux garanties de la charte de 1814, les brimades à l'encontre des écrivains, les entraves à la liberté d'expression vont contribuer au rapprochement entre romantiques et libéraux. La recherche de la nouveauté. Sur le terrain esthétique, le romantisme se présente comme une tentative de sortir du modèle classique fondé sur des normes et un répertoire de sujets empruntés à l'Antiquité gréco-romaine, jugés ringards et périmés par les romantiques. Immergé dans son temps, le créateur est celui qui sait traduire la beauté contenue dans son époque pour la donner à ses contemporains. C'est pourquoi il lui faudra des sujets nouveaux, modernes et non plus empruntés à l'Antiquité. Le répertoire de sujets, personnages et situations hérités de la Grèce et de Rome est délaissé par les romantiques au profit de l'élaboration d'un nouvel imaginaire qui va puiser essentiellement à quatre grandes sources, le merveilleux chrétien, la culture populaire, l'histoire nationale et les autres cultures européennes. Le paysage est à dames. Avec les romantiques, la source de la beauté se déplace. Elle n'est plus à l'extérieur de l'artiste, dans la nature et dans des modèles qu'il s'agirait d'imiter, mais en lui. L'œuvre d'art ne reproduit pas le visible, elle est l'expression du monde invisible que porte en lui mystérieusement son auteur. Baudelaire formule ainsi la révolution opérée par le romantisme. Je trouve inutile et fastidieux de représenter ce qui est, parce que rien de ce qui est ne me satisfait. La nature est laide, et je préfère les monstres de ma fantaisie à la trivialité positive. La nature est plate, et elle est finie, tandis que l'artiste porte en lui l'infini. Le sublime et le grotesque. Les distinctions commodes du beau et du laid sont battues en brèche. Hugo fait du monstre un personnage central de ses œuvres. Quasimodo, Triboulet, Anne d'Islande, le meurtrier. La préface de Cromwell fait de la représentation de la laideur une des ambitions de l'artiste. Le lait peut être beau, consacrant ainsi la suprématie du créateur capable de faire du beau avec du lait sur la nature. L'expression esthétique de la laideur, c'est le grotesque selon Hugo. La revendication de la liberté. L'esthétique romantique procède d'une volonté d'émancipation de la littérature du carcan des règles classiques. Trois textes théoriques fondateurs vont formuler cette nouvelle exigence de liberté. Racine et Shakespeare de Stendhal en 1823, la préface de Cromwell de Hugo en 1827 et les mélanges de politique et de littérature 1829 de Benjamin Constant. L'éloge hugolien du lait s'inscrit dans une métaphysique. Le beau nous offre toujours un ensemble complet, mais restreint comme nous. Ce que nous appelons le lait, au contraire, est un détail d'un grand ensemble qui nous échappe et qui s'harmonise non pas avec l'homme, mais avec la création tout entière.
Shakespeare devient le modèle absolu des romantiques, exemple d'un théâtre libre qui ignore les traditionnelles règles des trois unités, de l'unité de ton, des bienséances. Stendhal prend la défense du dramaturge anglais dans son Racine et Shakespeare en 1823 et rejette les règles qui étouffent le théâtre français. Ces unités ne sont nullement nécessaires à produire l'émotion profonde et le véritable effet dramatique. Les unités de temps et de lieu circonscrivent nos tragédies dans un espace qui en rend la composition difficile, la marche précipitée, l'action fatigante et invraisemblable, écrit Benjamin Constant. Hugo dénonce, au nom de la vraisemblance, le caractère artificiel de la règle de l'unité de lieu, se moquant de ce péristyle, cette antichambre, lieu banal, où nos tragédies ont la complaisance de venir se dérouler. Il lui oppose la localité exacte ou encore la couleur locale chère aux romantiques, qui répond à une exigence de vérité psychologique et historique en remplaçant les personnages et l'action dramatique dans une époque dont ils sont indissociables. Au nom toujours de la vraisemblance, Hugo et Constant rejettent l'unité de temps qui soumet la diversité des événements à un cadre uniforme et mutilant. Toute action a sa durée propre comme son lieu particulier, déclare Hugo dans la préface de Cromwell. Autre règle du théâtre repoussé, au nom du naturel et de l'exigence de vérité dramatique, la règle de l'unité de ton, à laquelle Hugo oppose au contraire le mélange des tons, du sublime et du grotesque, qui sera le fait du drame moderne qu'il appelle de ses voeux. Le caractère du drame est le réel. Le réel résulte de la combinaison de toute naturelle de deux types, le sublime et le grotesque, qui se croisent dans le drame comme ils se croisent dans la vie et dans la création, note Hugo dans la préface de Cromwell. Pour Benjamin Constant, qui s'efforce de définir un tragique moderne, le ressort de la tragédie ne peut plus être la passion ou le caractère, mais l'action de la société sur les passions et les caractères. L'ordre social, l'action de la société sur l'individu, ce réseau d'institutions et de conventions qui nous enveloppent dès notre naissance et ne seront qu'à notre mort, sont des ressorts tragiques tout à fait équivalents à la fatalité des anciens.